Bonsoir à tous. Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans Sport Dimanche. Au menu, la Fédération guinéenne de football, oui, en collaboration avec la Ligue guinéenne de football féminin, a désormais un plan stratégique pour le développement du football féminin en République de Guinée. Un projet soutenu par la Fédération internationale de football association FIFA. Les éliminatoires de la Coupe du monde de basketball Qatar 2027, la première fenêtre qualificative zone Afrique, la Guinée, en tout cas, qui a fait bonne figuration, sensation lors de ces éliminatoires pour la phase aller, et le Sili Basket de Guinée a, tenez-vous bien, fait 3 matchs et 3 victoires à l'arrivée. En tir à l'arc, là aussi, c'est des satisfactions avec les archers guinéens qui ont fait forte sensation à Abidjan lors de la CAN 2025. Tous ces sujets à débattre ici dans cette émission Sport Dimanche, le grand rendez-vous sportif sur la télévision nationale. Pour commencer, je vais présenter mes invités et pourquoi pas les attaquants de soutien qui vont m'accompagner tout au long de cette émission, en commençant par Amadou Mazor Diallo de Kavi Media. Diallo Amadou Mazor, bonsoir. Bonsoir Blay, bonsoir à tous. Ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Très bien habillé ce soir. Merci. Ça ne vient pas souvent. Et on est en Afrique. Ah oui, on est en Afrique. On est chez nous, donc il faut valoriser. Et le week-end? Oui, ça se passe très bien. Dieu merci, alhamdoulilah, on est en forme. Et voilà, à ses côtés, elle est de la maison Mami Ebelamou, Madame Camara. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Blay, bonsoir à nos invités, bonsoir également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Voilà, comme vous le savez, le football féminin en République de Guinée, en tout cas, bat de l'aile, mais après, il y a des notes de satisfaction de ça et là, puisque ce qui reste pour le moment à en parler, c'est la brillante prestation du Sili féminin des moins de 15 ans, les scolaires, bien entendu, à Banjul. Et ici, on va parler également de la stratégie, voilà, cette nouvelle stratégie pour le développement de cette discipline en République de Guinée. Et la première garante du football féminin chez nous, c'est la présidente de la Ligue guinéenne de football féminin, Fatoumata Binta Berete, qui est avec nous ce soir. Binta, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Blay. Ça va? Ça va, Dieu merci. Et le foot féminin? Ça va, le foot féminin se porte bien. Le foot féminin reprend en tout cas de belle. Et d'entrée, on a vu cette organisation, cette cérémonie où la fédération a présenté ce plan stratégique pour le développement de notre discipline qui est le foot féminin. Et bien entendu avec l'appui de la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée assez historique, j'ai envie de dire, pour le foot féminin en Guinée? Assez historique. Avant de commencer, je tiens à vous remercier d'abord pour l'invitation. C'est vrai que c'est pas tout le temps que nous passons ici à la RTG avec vous, mais vraiment merci quand même de penser à nous. Je dirais que ce plan stratégie est un nouveau départ pour le football féminin. Aujourd'hui, depuis notre arrivée, je vais le rappeler, 2024, nous avons commencé l'élaboration de ce plan stratégie. Mais malheureusement, ça n'a vu jour que ce 28 novembre passé en 2025. Donc, ça a été très difficile. C'est une vision déjà de la FIFA de mettre en place une stratégie. Chaque association membre doit mettre en place une stratégie pour permettre le développement du football féminin dans son pays. Et avant de commencer l'élaboration, j'ai eu à faire une formation avec la FIFA en février 2024 à Rabat. Et c'est à travers ça que nous avons eu l'idée de mettre en place cette stratégie. L'experte qui était là, nous avons fait cette formation ensemble. Heureusement qu'elle a eu la chance d'être aujourd'hui l'experte pour suivre les associations membres des pays francophones dans l'élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie. Je dirais que ça y va dans le développement du football féminin
Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui penser développer le football féminin sans mettre en place une feuille de route. Savoir où on était, où on va et comment créer ce changement. Donc c'est dans l'idée-là, avec l'accompagnement de la fédération bien sûr, que nous avons mis en place cette stratégie. Oui, Mazor. Bon, c'est aussi intéressant hein, de mettre une feuille de route en place parce que de longue haleine, dans nos différentes émissions, on en parle. Le problème du football guinéen, il n'y a pas un véritable projet. C'est quelque chose qui est salutaire. Moi, je vous félicite. Maintenant, moi, le véritable souci que j'ai dans ma tête sur le plan financier, financièrement, est-ce que vous avez les moyens qu'il faut pour mettre ce projet en place? Bon, pas totalement. En fait, sur la stratégie, la FIFA a mis en place des programmes. Et ces programmes, il y a plusieurs différents programmes. Nous avons le football, le développement des ligues. Nous avons d'abord la stratégie, qui est la présentation de la stratégie qui a été financée par la FIFA en partie et la Fédération guinéenne de football. Il y a le développement des ligues, il y a le renforcement de capacités, il y a la campagne de sensibilisation. Il y a des programmes qui sont soutenus soit en une année, il y a certaines en 2 ans. Donc nous, aujourd'hui, comme elle a si bien rappelé, nous avons eu la chance d'appliquer au moins 3 programmes qui sont la présentation de la stratégie que nous avons eu à faire, le développement des ligues. Le développement des ligues est financé à hauteur de 100 000 par la FIFA. Mais avec ça aussi, nous devons... précision, 100 000 $. 100 000 $. Ouais. Oui. 100 000 $ par la FIFA. Mais avec ces 100 000 $, vous devez aussi organiser des formations, soit créer une compétition ou mettre ce montant dans l'une de vos compétitions majeures. Mais nous, aujourd'hui, comme la FIFA parle de développement, et nous ne pouvons pas développer le football féminin sans commencer par la base. Nous avons décidé de prendre ce montant et de le mettre dans la création du championnat national de U17. Bon, c'est vrai, certaines entendent parler du montant 100 000 $, mais aujourd'hui, moi, je me dis, c'est un accompagnement. Et si on a mis la stratégie en place, la vision que nous avons aujourd'hui pour ces compétitions, pour la formation et tout, je trouve pas totalement minime, mais aussi minime pour nous, parce que nous voulons faire tellement bien que le montant qu'on nous ramène, nous pensons que c'est minime, et c'est vrai que c'est minime. Donc, il y a l'application, il y a le programme de renforcement de capacité aussi. À partir du mois de mars, normalement, le mois de décembre, on devait lancer directement le championnat national de U17, mais avec les élections qui approchent et tout, nous avons décidé d'attendre à partir du mois de janvier pour commencer le programme du championnat national U17. Il y aura aussi les programmes de renforcement de capacité sur le leadership du football féminin, sur les administrateurs et tout ce qui s'ensuit. Donc là, vous nous rassurez à 100%, vous avez les moyens qu'il faut pour mettre ces projets en place. En partie, nous avons des moyens et nous comptons aussi chercher d'autres moyens pour rajouter sur les moyens que nous avons. Mamie. Bien, félicitations, Madame la Présidente, pour la mise en beaucoup. place de cette stratégie pour le développement du football féminin, parce que là, ça part de l'aile dans notre pays. Ouais. Quand on sait comment est-ce que ces différentes équipes se préparent pour prendre part à des différentes compétitions, non seulement sur le plan national, également sur l'échiquier international. On sait déjà à l'interne comment ça se passe. Hein? Et moi, je voulais franchement m'accentuer sur l'animation sur le plan local. Et c'est bien beau, hein, ces discours, parce que moi, j'ai fouillé déjà. Et la conclusion, c'est pour permettre à ces jeunes filles-là de vivre de leur passion. Ouais. Et pour cela, il faudrait que sur le plan local, l'animation soit effective. C'est pourquoi je vais m'accentuer surtout sur l'organisation du championnat national. Et on a tellement parlé de cela dans nos différentes émissions, ça bat de l'aile. On organise des petites animations. Le championnat n'est pas intégral. Le championnat, les filles ont en tout cas du mal à vivre en tout cas de leur passion. Comment est-ce que cette saison, parce que déjà ça a démarré, comment est-ce que vous comptez organiser ce championnat pour une fois, qu'il soit intégral dans notre pays? Déjà, le championnat sera intégral cette année. Ça se jouera à Conakry comme à Kamsar, Labé et Kankan, partout où il y a un club de la Ligue 1.
le championnat féminin se jouera. Donc, c'est vrai que dans les années précédentes, nous avons eu pas mal de soucis à organiser un championnat intégral. Mais aujourd'hui, comme le dit la stratégie, nous essayons en fait de trouver des moyens d'encourager ces clubs aujourd'hui pour pouvoir jouer ce championnat intégral tant attendu dans notre pays. Et voilà, en revenant sur cette première partie de votre intervention, c'est-à-dire la mise en place du championnat des moins de 17 ans. Et aujourd'hui, quel est le canevas d'organisation de ce championnat? D'autant plus qu'on le sait, l'âge pour déterminer l'âge réel de ces joueuses-là, c'est pas se lever un petit matin pour constituer une équipe. Et comment vous êtes arrivé à ce niveau, puisque dès janvier, ça va démarrer? Est-ce que déjà, au préalable, vous avez contacté des clubs et puis vous avez détecté ces moins de 17 ans? Est-ce que l'âge requis est vraiment respecté? Bon, aujourd'hui, nous, ce que nous avons eu à faire, c'est d'élargir en fait la compétition au niveau national. Donc, ce championnat U17 se jouera en collaboration avec les différentes ligues régionales aujourd'hui, qui pourra aussi permettre à ces ligues de fonctionner. Donc, dans chaque ligue, il y aura des phases de poule et après, les premiers de chaque ligue vont se retrouver à Conakry pour jouer les quarts de finale, demi-finale et une finale. Donc, c'est comme ça, nous avons donné la latitude à ces ligues d'enregistrer ces clubs et ces joueuses pour jouer d'abord les phases de poule dans leur ligue, Conakry, Zéré, Corée, partout. Et les playoffs se feront à Conakry, oui. Donc, c'est comme ça. Major? Moi, j'ai remarqué quelque chose sur le plan de la communication avec le football féminin. Vous avez des gros défis parce que déjà sur la page, il n'y a pas assez de followers. Et deuxièmement, quand on voit sur votre page Facebook, il n'y a pas une parfaite communication qui est à jour. Est-ce que vous avez pensé à cela? Parce qu'aujourd'hui, le sport, c'est avec la communication. Est-ce que vous avez un budget ou bien des stratégies pour mettre en lumière aujourd'hui ce championnat guinéen? Et puis, il y a combien de clubs qui sont en train de compétir? Je vais commencer par la première question au niveau de la communication. C'est vrai, aujourd'hui, au niveau de la Ligue, nous n'avons pas un département chargé de la communication. Mais si vous avez pu parcourir notre stratégie, c'est l'une des axes vraiment majeurs de notre stratégie. D'abord, créer un département communication au sein de la Ligue pour la promotion du football féminin. Mais aussi mettre en place une stratégie de communication. Comme je l'ai dit lors de notre présentation, aujourd'hui, la FIFA et la CAF, c'est vrai qu'ils ont des réseaux dédiés à toutes les activités qu'ils organisent et tout, mais ils ont aussi des pages dédiées qu'au football féminin. Donc, nous allons essayer, je dirais pas copier, mais suivre les pas de la FIFA et de la CAF. Il n'est pas interdit de copier, il s'agit de bien faire. Mais aussi copier si c'est bon, copier là-bas et coller en Guinée. Donc, c'est ce que, donc, nous allons essayer de mettre, dès janvier déjà, je vous le dis, nous démarrons en fait la mise en œuvre de la stratégie telle la création du département où mettre en place une commission qui pourra se charger de la communication, mais aussi du marketing, parce que il nous faut quand même des ressources en fait pour mettre financières pour mettre en œuvre cette stratégie. Oui, Mamie. C'est pour savoir, parce qu'on a en tout cas des problèmes par rapport au site qui abrite ces différentes compétitions-là de championnat de football. On a même des problèmes avec la Ligue 1, avec les hommes. On sait, on a un manque criard d'infrastructures sportives. Et comment est-ce que vous comptez organiser en tout cas ce championnat, parce que là, je le rappelais tout à l'heure, et les sites en tout cas qui vont abriter ces différents matchs-là de ce championnat, pour ne pas qu'il y ait problème, pour ne pas qu'on commence et qu'on ne termine pas, parce que c'est ce qu'on a connu par le passé, le manque d'infrastructures, ça bloquait, et surtout, ces deux compétitions qui se jouent au même moment. Je rappelais tout à l'heure, les hommes jouent leur compétition, et également vous avez démarré pour les femmes. Est-ce qu'il n'y aura pas chevauchement de calendrier et de sites surtout pour permettre à ce que ce championnat se joue? Non, parce que nous essayons toujours de programmer nos matchs à travers des matchs de la Ligue Pro.
Donc, nous avons le calendrier de la Ligue Pro. C'est à travers le calendrier que nous essayons de programmer aussi nos matchs pour ne pas tout le temps jouer tôt le matin comme on le faisait l'année dernière et tout, pour permettre aux filles ou à certaines personnes de venir suivre les matchs. Et parlant toujours de la Ligue 1. Major a appelé tout à l'heure le nombre de clubs qui jouent en tout cas ce championnat. Nous avons 10 clubs en Ligue 1. Parlant, oui, Mamie. On a voulu augmenter le nombre. Bien, je ne sais pas, là où le bas blesse, parce que là, vous prenez chez les hommes, c'est 14 clubs. Et nous, chez les filles, 10 clubs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait un tout petit peu rehausser le nombre des clubs qui jouent en tout cas ce championnat? Maintenant, pour rehausser le nombre de clubs, déjà, il faudrait l'en parler avant le démarrage de la compétition. Le mettre dans le règlement, comment nous voulons augmenter le nombre de clubs. Donc cette année, le règlement de l'année précédente, on n'avait pas, c'était pas notifié en fait que nous devons passer de 10 à 12. Et aussi, nous avons fait une présentation, nous avons présenté la stratégie de développement. Et dans nos idées, c'est en 2028 que nous comptons augmenter le nombre de clubs allant de 10 à 12. C'est-à-dire à long terme. Déjà, c'est initié, moi je me dis que c'est une très bonne chose. Voilà, parlant de ces 10-là, puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et heureusement que cette stratégie-là est en place. C'est une sorte de boussole désormais pour vous. Une orientation et qu'est-ce qu'il faut faire et voilà, par quelle voie il faut passer pour les résultats escomptés. Puisque, on le rappelle, il y a assez de déperdition de nos jeunes filles qui tapent très bien dans le ballon en Sierra Leone, au Libéria, et ainsi de suite. Et finalement, ils abandonnent le foot par manque de soutien, par manque de moyens. Et aujourd'hui, ces 10 clubs-là engagés en Ligue 1, est-ce que tous ces clubs sont aujourd'hui en possession de leur indemnité, subvention, c'est-à-dire pour très bien faire le championnat, la saison? Elle est assez longue. Déjà, nous avons donné la première tranche de la subvention. C'est vrai, au début, on voulait... Il n'y a pas eu de cri? Et ça s'élève à combien? Il y a eu des écrits, oui, c'est vrai, parce que, bon, je vais pas, vous le savez déjà et tout, il y a eu beaucoup d'écrits. Aujourd'hui, nous, ce qu'on avait prévu, en fait, c'était de donner à chaque club 50 millions, plus le transport. Mais bon, il y a eu certains clubs qui ne voulaient pas, en fait, voulaient avoir une subvention complète pour gérer le transport à leur niveau et tout. Donc, au niveau de la fédération a rajouté une augmentation sur ces 50 millions, dont je ne pourrais annoncer le montant exact, mais il y a quand même eu une augmentation pour permettre à ces clubs de il y a eu donc un petit coup de pouce de la fédération, puisque vous fonctionnez sous tutelle de la fédération. Rappelez que c'est un démembrement de la FEGIFOOT, la Ligue guinéenne de football féminin. Oui, Major, rapidement. Moi, j'aimerais savoir, Madame la Présidente, est-ce que vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde avec ces présidents? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, même chez les garçons, il y a beaucoup de problèmes. Le football, le sport, c'est les moyens, dans un cadre général. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quels qu'en soient les moyens de la fédération ou d'une ligue, elle seule, elle ne va pas être apte à subvenir aux besoins de ces clubs. Il faut que ces présidents de clubs aussi arrivent à mettre en place une politique sportive pour qu'ils arrivent à engranger un peu d'argent et en symbiose avec ce que vous donnez. Je pense que ça peut aller. Est-ce que vous avez quand même parlé sur ça? Vous échangez avec les présidents de clubs à ce sujet parce que ça vous incombe tous? C'est vrai que c'est très difficile c'est très difficile, mais nous essayons quand même. Si vous avez remarqué, avant le démarrage du championnat, quand nous avons ouvert la saison, nous avons demandé aux clubs de nous ramener pas mal de documents parce que nous voulons vraiment aider ces clubs à se structurer pour leur permettre d'aller aussi trouver des moyens pour ces jeunes filles. Bon, moi, j'aime pas, des fois, quand je parle des jeunes filles, je ne parle pas du football seulement. Je parle de l'éducation de la jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, si elle veut jouer,
il faut aussi qu'elles soient à l'école, qu'elles s'éduquent. Donc, il faudrait mettre en place une stratégie qui peut aussi permettre à ces jeunes filles soit d'aller à l'école, mais aussi de pratiquer le football. Nous avons assez de projets que nous voulons vraiment mettre en place pour le développement de ces jeunes filles à travers le football. Et je vous assure que ça arrive dans pas longtemps. Voilà. Oui, et rapidement. dans ce projet, Madame la Présidente, est-ce que, parce que là, au judo, par exemple, on a vu des projets comme le judo à l'école, et, comment dirais-je, d'autres disciplines également. On développe à partir des établissements scolaires. Est-ce que vous avez pensé à un projet comme ça? Aller dans les écoles, parler en tout cas de l'importance du football féminin pour implanter, pourquoi pas, des structures pour que le football puisse se développer à travers les écoles. Est-ce que vous avez pensé un tout petit peu? Ça pousse également à ce que cette discipline soit non seulement connue sur le plan national, mais également, je ne dirais pas qu'elle n'est pas connue, mais ça peut quand même vous permettre en tout cas d'aller et à atteindre. Je reviens toujours sur la stratégie. Ce sont nos axes prioritaires. Ce sont les 8 piliers aujourd'hui de cette stratégie déjà. La formation, le football de base, le championnat jeune, le championnat national, sélection nationale, promotion, gouvernance, mais aussi le sponsoring. Cette année aussi, à l'année 2026, nous allons mettre en place un tournoi de U15 scolaire et aussi les campagnes de sensibilisation que nous essaierons de mettre en place dans les différentes régions. Nous allons cibler pour cette année 3 régions et continuer à chaque fois ainsi de suite dans les écoles pour vraiment sensibiliser que les élèves, mais aussi les parents d'élèves, pour leur faire comprendre que le football, c'est pas juste un jeu, mais c'est aussi un moyen d'éducation pour ces jeunes filles. Voilà ce qui est bien dit. Avant qu'on se quitte rapidement, les scolaires, les moins de 15 ans, rentrent de Banjul avec une qualification historique à la phase finale du championnat d'Afrique féminin des scolaires qui se tiendra en avril 2026. Et on vous a vu à l'aéroport à l'arrivée de ces deux sélections. Et c'est la cerise sur le gâteau, puisqu'après, on présentait le plan stratégique et de l'autre côté, les filles remportaient la médaille d'or. Oui, et comme je l'ai dit le jour de la présentation, j'ai déclaré la journée du 28 novembre comme une journée du football féminin. Parce que cette journée a vraiment marqué tout le monde. Le triomphe du football féminin. Nous avons eu la présentation de la stratégie. Nous avons eu la présentation de la stratégie, le lancement du championnat national intégral pour cette année. Et aussi, nos filles reviennent avec vraiment la première place. Donc moi, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Et moi, j'y crois. Voilà. Et il faut croire, hein, voilà, et rêver gros. Le temps, Abdoulaye, je sais Oui. pas si on a Le temps, voilà, le temps n'est pas tellement galant. Sarata Oularé nous fait signe de l'autre côté. Abdoulaye, je vais profiter de ton rapidement. micro, en fait, pour dire juste, pour placer quelques mots. C'est vraiment très important aujourd'hui. Vous savez, c'est bien de parler du côté négatif de tout ce qui se passe, mais c'est très important de parler du côté positif. Aujourd'hui, moi, je tiens sincèrement d'abord à remercier la fédération parce que si depuis 2024, nous avons élaboré cette stratégie, c'est qu'en 2025 qu'on nous a donné la latitude à envoyer à la FIFA pour que la FIFA donne son approbation. Moi, je demande aujourd'hui à tous ces médias de nous venir en aide. C'est pas facile. Le football féminin, nous sommes en développement. Écoutez ce qu'on dit derrière et ne pas venir nous demander ce qui se passe, parlons plus du positif que du négatif. Nous sommes suivis dans le monde entier. Et si aujourd'hui nous parlons que du négatif, c'est vraiment difficile pour nous aujourd'hui, nous-mêmes, d'aller vers peut-être des partenaires ou des sponsors pour trouver des moyens. Parce que à chaque fois quand tu pars vers eux, c'est pour vous dire, mais vous, votre football là, ne va pas bien et ça tout. vous permet aussi de vous améliorer Oui, c'est vrai. davantage. C'est vrai. Oui, On accepte, mais moi, je ne parle pas du football masculin. Aujourd'hui, moi, je demande à tout un chacun, tous les médias,
de nous aider vraiment positivement à développer, à trouver des moyens pour le football féminin. C'est l'essentiel pour nous. Et j'attire aussi l'attention des autorités de nous venir en aide, le ministère des Sports et aussi le président de la République, parce qu'on parle du football féminin. On doit nous accompagner. Voilà, c'est qui est très bien dit et c'est pourquoi on vous a appelé ce soir pour parler de tous ces projets-là. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci pour la disponibilité et on va continuer avec vous puisque le championnat ne fait que commencer. Oui. Et on reviendra chez vous pour d'amples infos. Merci d'être venu. Merci beaucoup à tous. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était là le tout premier sujet de cette émission Sport Dimanche qui parle du football féminin. Après le foot, on vient au jarché, c'est-à-dire le tir à l'arc avec la CAN qui s'est tenue à Abidjan. Une petite transition avant de continuer. Jamais un mois n'a été aussi prolifique en termes de résultats en 2025 que celui de novembre. Du football féminin scolaire des moins de 15 ans au judo, en passant par le tir à l'arc et le basketball, les athlètes guinéens ont fait preuve d'efficacité en défendant avec brio le tricolore national. L'équipe féminine scolaire des moins de 15 ans rafle le trophée du tournoi de la zone UFOA, qualificatif à la CAN scolaire tenue à Banjul en Gambie. Les protégés de Jacques Camara ont évolué dans une poule unique. En 3 matchs, c'est 2 victoires et 1 match nul, 8 buts marqués pour 1 encaissé. Yvonne Dramou a fini meilleure buteuse et meilleure joueuse de la compétition. Les garçons sont vice-champions derrière le Sénégal. Une défaite concédée en finale 4-5, c'était au tir au but après un score fermé de 0-0. Il faut le rappeler qu'ils ont marqué 14 buts en 4 matchs pour aucun encaissé. Et du coup, Nabi Silla termine meilleur gardien de la compétition. La phase finale donc de ce tournoi, ce championnat scolaire d'Afrique, c'est en avril 2026. Et si le Sénégal arrive à abriter la compétition comme pays hôte, sera d'office qualifié et la Guinée pourrait en tout cas retrouver la phase finale chez les garçons. Volet formation, Mandou Diallo et Abdoulaye Koumbassa ont pris part à une session d'évaluation de la formation des formateurs d'entraîneurs de la FIFA organisée du 2 au 5 décembre dernier au Maroc. Renforcer les compétences des formateurs et améliorer la qualité de l'encadrement technique au sein des associations membres de la FIFA. C'est pour autant dire que la Fédération guinéenne de football promet de professionnaliser le football guinéen à travers la formation. Et puis, parlant aussi du judo, c'est 7 médailles glanées par 7 judokas qui ont participé à l'Open d'Abidjan du 28 au 30 novembre dernier, dont 4 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. La performance continue chez les judokas guinéens. Et on va revenir ici en plateau pour continuer cette émission avec les jarchés. Oui, c'est le tir à l'arc. La compétition, c'est la 14e édition du championnat d'Afrique où 20 pays ont participé. Donc, c'était à Abidjan, une compétition qui s'est tenue en fin novembre. Et pour en parler, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de tir à l'arc, François Hamza Kamano, et à ses côtés, une des championnes. Oui, c'est Fatoumata Koulako Ba, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Koulako, ça va? Oui, ça va. En forme? Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, François Hamza Komano, bonsoir. Bonsoir. J'ai bien prononcé. Hein? Très bien. Voilà. Pour la deuxième fois, oui. Komano, il y a Kamano, Komano, Milimono, Tengiano, voilà, tout est guinéen. Ouais. Voilà, fier de l'être, et puisque là,
Les résultats sont assez satisfaisants ces derniers temps de la part de nos athlètes et sur le secrétaire général. Et parlez-nous de la participation guinéenne à cette compétition, les archers qui ont joué et qui ont compéti et en équipe mixte, en individuel et par équipe, c'est les jeunes et c'est les seniors, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc, la compétition d'Abidjan, c'était la 14e édition du championnat d'Afrique du tir à l'arc qui s'est tenue du 19 au 23 novembre du côté d'Abidjan. Et la Guinée a participé avec 2 catégories, 8 athlètes au total, 4 filles et 4 garçons, avec l'objectif principal sur les U18 déjà, parce qu'il y avait 2 catégories, les seniors et les U18. Pourquoi l'objectif principal les U18? Parce que l'année prochaine, c'est les Jeux olympiques de la jeunesse déjà. Donc, la Guinée a été à Paris avec un athlète. Donc, pourquoi pas pour la jeunesse aussi, histoire d'assurer la relève surtout. Voilà, la relève surtout de Fatoumata Sylla. Et Koula Koba est bien placé pour assurer cette relève et tant d'autres d'ailleurs. Oui, Mazor. Bon, moi j'ai une question pour les deux. Vos atouts dans cette compétition? C'est l'expérience de nos archers, de l'encadrement technique exactement, et surtout de Fatoumata qui a beaucoup apporté pour ces jeunes, avec tout son parcours, les Jeux olympiques, les compétitions. Donc elle était là vraiment autour de ces jeunes et accompagnée des entraîneurs. Donc c'est l'expérience presque qui a dominé la compétition. Oui, mamie. Bonsoir, Fatoumata. Oui, bonsoir. Je suis très ravie de te recevoir sur ce plateau. Tu es si jeune et tu te bats comme une lionne pour aller arracher en tout cas un titre aussi considérable. Et comment est-ce que tu as préparé cette compétition? Est-ce que déjà dans ta tête avant de participer, tu t'es dit je vais, oui, mais il faudrait que je revienne en tout cas avec cette médaille d'or? Oui, ça c'était mon objectif. D'accord. En plus d'être qualifié aussi pour les Jeux, oui. C'était ça l'objectif. Bon, les préparatifs, c'était pas un peu bien. Bon, les trucs, ça s'est bien quand même passé. C'est pas évident. Hein? Oui, oui, c'est pas facile en tout cas quand même avec les préparatifs. Mais Dieu merci, la compétition s'est bien passée. Et on a été qualifiés pour les Jeux olympiques. D'accord. Oui, oui, Mazor. Moi, j'aimerais savoir comment tu as su se démarquer dans cette compétition. Parce qu'on parle de tir à l'arc, forcément, il faut avoir des stratégies peut-être techniques, mentales ou psychologiques. Oui, il faut avoir des techniques bien visées et répéter ce que les encadreurs te disent. Ne pas être nerveux, les trucs comme ça. Donc, oui, parce que ça demande de l'adresse, la concentration, tout ce qui va avec. Et comment vous avez vu ces archers-là? Puisque au-delà de ces jeunes, il y a Fatoumata Sylla quand même, qui a de l'expérience. Comment vous avez remarqué entre eux? Est-ce que Fatoumata arrivait à les conseiller, ainsi de suite, des petits discours avant de passer à l'épreuve? Bon, d'abord, l'avantage de notre discipline, nous ne sommes pas nombreux, donc nous sommes tous ensemble. Et les jeunes ont passé presque un mois d'entraînement ferme, disons un camp d'entraînement, donc où ils étaient déjà là avec les aînés. Ils étaient tous entourés par les aînés et cela nous a beaucoup aidé. Bien que les conditions de préparation étaient vraiment pénibles pour nous. Surtout le manque criard d'infrastructures et de matériel. De matériel de tir à l'arc. À cela déjà, hein. C'est pas évident. Allez-y, monsieur le secrétaire. Donc, ces facteurs-là ont beaucoup joué d'abord sur la performance globale de l'ensemble des athlètes, surtout. Notamment Fatoumata déjà qui est déjà habitué à s'entraîner dans des conditions vraiment d'opulence et venir dans son pays travailler dans une situation où le vent ne fait pas d'effet parce que le vent joue un grand rôle dans notre sport. Malheureusement, on s'est entraîné dans un couloir au stade parce qu'on n'avait pas d'autre espace pour travailler. Donc le vent a beaucoup joué sur les jeunes. Mais quand même
Koulako, qui était à sa deuxième participation au championnat d'Afrique. Donc, son expérience a beaucoup aussi joué dans la compétition, dans la gestion de la direction du vent. Et, en un mot, l'équipe était là au complet autour de ces jeunes en termes de conseils, en termes de prise en charge psychologique, surtout qui a beaucoup compté dans leur victoire, surtout pour la finale contre la Côte d'Ivoire chez eux, avec tout le public qui était là derrière eux. Rappelez que c'était le stade de Robert Champrou qui a abrité la compétition. Donc, ce n'était pas du tout facile pour nous, mais bon, on a su gérer le stress, on a pu contrôler les athlètes à distance, donc ils se sont retenus pour aller vers la victoire finale. Oui, et Koulako, aujourd'hui, tu as cette médaille d'or en équipe et en individuel, médaille d'argent, ainsi de suite. Après l'étape d'Abidjan, c'est de préparer Dakar. Oui. Et comment tu vas t'y mettre d'abord, sans parler de l'appui de toutes les personnes de bonne volonté. Toi, personnellement, comment tu comptes préparer tout ça? Bon, c'est de travailler encore un peu plus qu'avant pour au moins aller, même si c'est pas avoir une médaille, mais monter sur le podium quand même aux Jeux Olympiques. Quelle que soit la couleur de la médaille. Oui, c'est l'objectif. Que je monte sur le podium. Ouais. Mamie? Ben, c'est peut-être, monsieur le secrétaire général, est-ce que vous utilisez l'image de Koulako, par exemple, pour inciter d'autres filles à jouer à cette discipline? Je ne dirais pas qu'elle est mieux connue du public sportif guinéen, mais quand même, c'est une discipline qui a du mal à s'imposer, non seulement sur le plan local. Est-ce que vous utilisez en tout cas des images comme celle-là? Parce que c'est une belle performance. Jeune est allé en tout cas décrocher une médaille comme ça sur le plan continental. C'est pas du tout évident. En tout cas, votre objectif pour inciter en tout cas ces filles à venir pratiquer cette discipline dans notre pays. Merci Mamie. Au niveau de notre fédération, nous avons déjà une stratégie de communication. Nous avons notre propre page Facebook. Et si vous avez remarqué, lors des Jeux de Paris, il y a eu beaucoup plus de communication sur l'athlète du tir à l'arc que les autres disciplines déjà. Donc, toutes ces publications ont permis au public guinéen de découvrir ce sport. Peut-être c'est à Paris vraiment que les gens ont compris que le tir à l'arc existe, surtout en Guinée à travers Fatoumata. Et depuis ça, on a pas mal de jeunes qui s'intéressent à la pratique de cette discipline. Mais comme Abdel l'a si mentionné, nous sommes handicapés aujourd'hui par rapport au problème d'infrastructure. L'unique champ de tir que nous avons au stade du 28 septembre est aujourd'hui. Voilà. Le stade en chantier, donc le chantier du stade du 28 septembre. Le champ de tir a pris le coup. Ouais, bien sûr. Donc, on se débrouille pour le moment pour s'entraîner comme on le peut. Donc, nous ne pouvons pas aller vers un recrutement massif des jeunes, bien que nous en avons besoin surtout pour continuer à faire vivre notre discipline. Donc, c'est le lieu pour aussi faire appel à l'autorité, au ministère des Sports, de nous aider quand même à trouver un champ de tir dédié à notre discipline pour que les jeunes Guinéens viennent vivre leur passion à travers ce sport aussi qui éduque. Et à Fria, notamment, nous avons aussi des athlètes qui se développent, surtout Koulako, elle est de Fria. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Cette année, elle est actuellement à Conakry à cours de l'université, donc son programme scolaire et le tir à l'arc, c'est un peu compliqué, mais nous cherchons toujours à nous adapter à la situation pour que nos athlètes puissent vivre le sport et les études. Oui. Peut-être toujours la même question pour Koulako. Parce que le sport féminin, surtout dans notre pays, a du mal à s'imposer. On était tout à l'heure avec la présidente de la Ligue guinéenne de football féminin. Chez les hommes, on voit le championnat intégral qui se joue. Les dames, difficilement. Peut-être une première fois qu'on va organiser un championnat intégral. D'autres disciplines également la même chose. Pata, quel est le message que tu as à l'endroit, en tout cas, de ces jeunes filles-là? On sait que c'est pas évident, hein? Ils veulent être comme toi. C'est vrai qu'au début, on sait tout ce que vous traversez comme difficulté, mais vous réussissez quand même à vous imposer l'avantage de surtout du tir à l'arc chez les filles. C'est de travailler et de travailler, c'est ça.
Que celles qui veulent être comme toi, celles qui veulent peut-être qu'ils soient encore réticentes. Oui. Même si c'est pas le tir à l'arc, même si c'est quelque chose d'autre, c'est le travail qui paye en tout cas. D'accord. Oui, moi j'ai deux questions. Une question pour le secrétaire général. Moi j'aimerais savoir, est-ce que déjà à la base, il y a un championnat qui est organisé? Comment vous parvenez quand même à détecter les talents et savoir c'est tel et tel qui est capable de défendre la Guinée? Une question pour notre champion, on peut le dire ainsi. Pour la petite histoire, comment vous êtes venu dans cette discipline? Vous avez fait combien d'années dans cette discipline? Bon, j'ai fait 6 ans. Pour la première fois, c'est mon entraîneur DPS. C'est mon entraîneur DPS qui m'a fait découvrir le tir à l'arc pour la première fois à Freya. C'est comme ça que j'ai aimé le tir à l'arc. Donc maintenant, c'est la passion. Oui, c'est devenu ma passion maintenant. Tu es maintenant une championne. Oui. Donc, toujours pour continuer sur la même question, et nous recrutons toujours à l'école. Presque tous nos athlètes sont issus des écoles. Donc, nous organisons des compétitions au niveau scolaire. Nous détectons les jeunes et puis maintenant nous continuons à les regrouper au niveau du centre national pour continuer la performance. Et pour la sélection, il y a toujours des compétitions de sélection. Parce que le championnat seulement ne peut pas déterminer qui peut être meilleur, parce que c'est le sport individuel. Quelqu'un peut être champion aujourd'hui, mais dans quelques temps, ça change. Ouais. Donc, nous avons beaucoup d'histoires comme ça. Par exemple, au début, il y a 4 mois de cette compétition, on avait organisé une évaluation pour déterminer quel est l'athlète qui devrait aller au camp d'entraînement. Parce que la Fédération internationale avait organisé un camp d'entraînement qui avait commencé le 15 déjà. Pour là qu'elle était là, mais elle n'était pas. Elle n'a pas eu les moyens nécessaires ou les points nécessaires pour se qualifier au camp d'entraînement. Donc, c'est une autre athlète qui a eu des points nécessaires. Mais bon, avec le courage, elle a continué à travailler. Aujourd'hui, c'est elle qui est qualifiée aux Jeux Olympiques. Et non l'autre là aussi qui est qualifié. Donc cela veut dire déjà la sélection ne se fait pas comme ça parce que on connaît celle-ci ou celui-là. Non, c'est pas ça. Nous travaillons toujours en fond avec la direction technique pour mettre les évaluations régulières en place pour pouvoir sélectionner nos athlètes. Voilà, il faut surtout, c'est un sport individuel et là il faut une performance constante. Il faut être beaucoup plus constant sur la durée pour être performant. Alors, nous sommes au terme de cet entretien avec vous et aujourd'hui, la fédération, oui, avec ces qualifiés-là pour les Jeux Olympiques, comment vous comptez vous organiser pour les mettre dans des conditions optimales? Pourquoi pas faire des camps de stage, ça et là, pour les maintenir en forme? C'est une question qui est sur la table parce que je profite de l'occasion pour les Jeux de la jeunesse de Dakar. C'est la présidente de la Fédération du tir à l'arc qui est la chef de mission, Madame Satou Thiam, donc qui va conduire la délégation globale de la Guinée à ces Jeux, que ce soit le tir à l'arc ou les autres disciplines déjà. Donc, raison pour laquelle déjà nous mettait la pression, dit non, je ne veux pas conduire une délégation sans que mes athlètes soient dedans. C'est clair. Aussi clair, quoi. La charité bien. Voilà. Et heureusement, il y a 2 athlètes qualifiés, une fille et un garçon. Voilà, le garçon, c'est Mouri Konate aussi, qui est de Freya. Donc, Freya est à l'honneur. Freya est une ville assez sportive. Tout à fait, oui. Qui est reconnue pour ça, pour le développement des différentes disciplines sportives. Antoine, nous avons suggéré au chef de mission, bien avant même la qualification, de trouver un camp d'entraînement pour les athlètes guinéens qui doivent participer aux Jeux. Parce qu'on a vécu cette expérience. Généralement, nous partons dans les compétitions, surtout des Jeux, sans camp d'entraînement en Guinée, sans concentration. Ouais. Et puis, donc, on se prépare comme on le veut, comme on le peut, avec les différentes fédérations. Mais je pense que cette fois-ci, nous avons demandé un camp d'entraînement et le comité olympique et la fédération et le ministère peut-être vont conjuguer les efforts, moins pour mettre les athlètes peut-être à l'internat pendant une période considérable, afin de permettre à la Guinée de briller lors des Jeux Olympiques de la jeunesse. Parce que c'est tout près quand même. Au Sénégal, il va falloir qu'on ait beaucoup plus de médaillés à ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Merci en tout cas. Et surtout, c'est la première compétition en Afrique aussi des Jeux Olympiques. Pourquoi n'est pas écrit l'histoire? Effectivement. Fatoumata Koulakoba, merci d'être venu. Félicitations encore une fois. Merci. Et bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le secrétaire général, merci.
Merci à vous. Merci On a été édifié quand même. C'est tout à fait normal. À la place de la présidente, Madame Thiam Aïssatou, vous avez assuré. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était là le tir à l'arc avec nos invités, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de tir à l'arc, monsieur François Hamza Komano, et Fatmata Koulakoba, archère championne donc de cette discipline avec la CAN qui s'est tenue tout récemment à Abidjan. Du tir à l'arc, place au basketball. Retour en plateau cette fois-ci avec la balle orange ou la balle au panier, c'est-à-dire le basketball. L'équipe guinéenne, le Sili Basket, a participé à la première fenêtre qualificative pour le mondial de basketball Qatar 2027 qui s'est tenu du 27 au 30 novembre dernier à Rades. Tenez-vous bien, la Guinée dans le groupe C a fait sensation, tout simplement, à émerveiller plus d'un. Et pour en parler, nous sommes avec le chargé des compétitions de la Fédération guinéenne de basketball, monsieur Ousmane Silla, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Abdoulaye. C'est un chargé de compétition ravi, content de son équipe? Oui, très content. Je prouve un sentiment de joie, de satisfaction par rapport à ce résultat. Et moi, personnellement, j'ai été agréablement surpris. Voilà, de ce résultat. D'abord contre le Rwanda, 82-70, la Guinée gagne. Et puis enchaîne encore contre le Nigeria, 69-55. Et pour finir en beauté, cette phase, cette fenêtre qualificative, c'est 66 contre 57 face à l'équipe qui reçoit, en tout cas, cette première fenêtre, c'est-à-dire la Tunisie. C'est une note de satisfaction. Mais parlez-nous un peu de votre voyage sur Rades. Comment tout cela s'est passé avec l'entraîneur serbe Nenad Aserik et son groupe? Bien, Abdoulaye, dans un premier temps, je voudrais vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau pour parler un peu cette première fenêtre qualificative pour la Coupe du Monde 2027 à Qatar. Bien, moi je suis arrivé là-bas depuis le 23 novembre. C'était juste l'histoire d'attendre tous les membres qui doivent être dans cette délégation. Donc, entre-temps, les joueurs sont venus un peu en contre-goutte parce qu'ils ne n'évoluent pas dans un même continent. Il y a certains qui sont aux États-Unis, en Europe et en Asie. Voilà, donc... mais la compétition proprement dite, je crois qu'elle a commencé le 27 novembre, où nous avons joué notre premier match contre Rwanda, le deuxième match contre Nigeria et le troisième match contre la Tunisie. Et voilà, et Mazor. Bon, d'abord, toutes mes félicitations. Déjà, à la base, le championnat, ça se porte très bien, surtout sur le plan de la communication. C'est vraiment professionnel. C'est quelque chose qui est salutaire parce que ça fait belle lurette. On ne parlait pas du championnat guinéen. Alors, moi, j'aimerais savoir comment vous vous êtes préparé. Parce que moi, je me dis, quand on engrange ces genres de victoires, on ne parle pas de hasard. Il y a forcément une logique à la base dont vous êtes appuyé. Bien, une très belle question. En ce qui concerne la réussite de cette compétition de notre équipe guinéenne, parce que tout simplement, il y a eu à la base un plan stratégique que nous avons essayé de mettre en application. D'abord, il était question d'organiser un championnat digne de nom. Vous-même, vous avez constaté, on a réussi à organiser un championnat intégral. Nous sommes allés en play-off juste pour produire franchement des joueurs capables de représenter dignement notre pays dans des compétitions, qu'elles soient africaines ou internationales. Donc au-delà de ça, les joueurs venant à l'étranger, tous jouent dans les grands clubs. Donc nous avons cette grande chance, non seulement de trouver des bons joueurs, des talents dans notre championnat, juste l'histoire aussi de les valoriser. Parce que la seule chose qu'on peut apporter pour aider ces joueurs, pour les encourager, pour les motiver, c'est par rapport à leur valorisation, c'est-à-dire en les mettant dans les sélections nationales pour qu'ils puissent continuer à s'exprimer, voire un jour aussi pour avoir la chance d'être dans d'autres clubs, pas en Guinée. Bien. Oui, Mami. Félicitations déjà pour cette phase. Allez,
parce que là, la mention a été vraiment bonne. Merci. Et c'est pourquoi on le dit toujours, hein, tant qu'il y a le sérieux, le résultat suit forcément. Ouais. On a vu le sérieux qu'il y a au sein de cette fédération avec l'organisation des différents championnats, la Coupe nationale. Et tout à l'heure, vous avez rappelé déjà hein, des joueurs qui provenaient des États-Unis, de l'Asie. Mais sauf qu'on n'a pas entendu le nom de la Guinée. Est-ce qu'il y a des joueurs qui provenaient du championnat guinéen? Et si oui, quel est le nom que vous avez pigé dans ce championnat? Bien, sur le plan national, à mon avis, on a pu trouver, dans un premier temps, on a sélectionné 15 joueurs qui ont commencé la préparation depuis le 10 novembre. Donc, à l'approche de la compétition, je crois, une semaine, on a diminué un peu le nombre. Mais au finish, je crois au terme de cette préparation, nous avons pu, le staff technique a pu retenir 2 joueurs sur le plan national et qui se sont fait accompagner par un 3e qui a joué aussi le championnat national, Ibrahima Khalil Fofana qui joue à Bamako. Donc il y a eu 3 joueurs venant de l'Afrique, 2 de la Guinée et puis 1 de Bamako. Voilà. Et, oui, maintenant, dans cette compétition, je sais que les phases suivantes, la Guinée est devenue maintenant une équipe à battre, on peut le dire ainsi, parce que les gens sont situés du niveau de notre équipe. Est-ce que déjà vous avez pris des précautions, soit pour renforcer l'effectif, ou bien pour travailler sur vos adversaires? Qu'est-ce que vous avez quand même établi en place? Inch'Allah, les dispositions seront prises en ce qui concerne la prochaine étape. D'accord. Seulement, moi, je profiterai de cette opportunité pour lancer un appel auprès des autorités de continuer à soutenir cette fédération naissante qui peut beaucoup apporter, non seulement pour le département chargé des sports, mais pour la Guinée. Parce que voyons ensemble cette première fenêtre qualificative pour la Coupe du Monde, où on a joué 3 matchs, 3 victoires. Imaginez une équipe qui parvient à battre la Tunisie sur sa propre installation devant son public. Mais c'est pas fortuit. C'est pas aisé. Et c'est pas fait pour toutes les équipes. Effectivement, puisque là, il y a un goût d'inachevé qui était là, puisque l'Afro-Basket qui s'est achevé, il y a voilà cette élimination prématurée et finalement ça a été une revanche à prendre pour les basketteurs. Comment vous les avez sentis, vous qui étiez sur les lieux, et comment vous avez vu les Abdoulaye Sy, les Suleiman Boum et tant d'autres? Oui, surtout bien avant de parler de tous ces joueurs contre la Tunisie, on s'est dit que ça va être un match de revanche. Vous savez, autour des tours préliminaires, à travers les tours préliminaires qui ont eu lieu en Libye, pour l'Afro-Basket, la Tunisie avait battu la Guinée sur un score d'1 point d'écart, non? Évidemment. Je crois 65 à 66, 1 point d'écart. Ça, c'était en Libye. Et là, la Guinée gagnait. C'est à la dernière seconde que la Tunisie a réussi à battre la Guinée. Voilà. Donc, on s'est dit, cela ne va plus se répéter. Donc, nous avons pris les dispositions pour franchement battre cette équipe-là sur sa propre installation. Juste la faire comprendre qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux. Nous n'avons pas les mêmes niveaux. Wow. Voilà. Nous avons des joueurs individuellement pris. C'est des joueurs capables. C'est des joueurs qui sont dotés franchement des capacités extraordinaires. Wow. Ça, je ne te cache pas. Et après, autre question avant que Mamie n'intervienne, puisque le basketball est assez budgétivore. Parlant de l'entretien de ces basketteurs-là, c'est pas évident. Il y a toute une procédure à suivre. Il y a des assurances. Comment vous allez vous s'y prendre pour les maintenir? Et quand vous les faites appel, qu'ils viennent aussitôt sans faire la tête? Nous avons une grande chance. Pourquoi? Parce que tous nos basketteurs, c'est des joueurs qui sont franchement patriotes. Ils ne jouent pas à cause de l'argent. C'est cette chance-là que nous avons, franchement. Ils ne jouent pas à cause de l'argent. Si on leur donne, ça ne leur dit rien. On ne leur donne pas, ils réclament, mais pas de réaction bizarre. Mais le souci là, c'est d'interpeller nos autorités, parce qu'il y a certains cadres au niveau du ministère en charge des sports qui font beaucoup des erreurs. Moi, personnellement, qui vous parle, moi, j'ai suivi un dossier. Ce dossier-là, je l'ai suivi jusqu'à la primature. Mais le problème, parce que juste maintenant, je vous informe que les joueurs n'ont pas encore perçu les primes.
L'argent n'est pas sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine lenteur administrative. Ouais. Je ne peux pas expliquer ça sur le plateau. On le sait. Je ne peux pas expliquer ça. On le sait. Toutes les autres disciplines le chargé de compétition en pâtissent, à part le football, surtout le Sili A. Donc la chance qu'on a, les jeunes là ne jouent pas à cause de l'argent. Ils jouent pour la patrie. Ils défendent les couleurs nationales. Sinon, battre le Nigeria, c'est pas facile. C'est des grandes nations de basket. C'est des grandes nations de. Tu peux pas comparer sur le plan des infrastructures sportives la Guinée à ces pays. C'est pas possible. Jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé de sport. Je riais parce que cette assurance qui dégage parlant de cette discipline, comme pour dire que le basketball renaît de ses cendres. Franchement, c'est à encourager. Il le rappelait tout à l'heure. Dans un passé récent, on avait du mal à aller s'imposer devant ces nations-là comme la Tunisie. Surtout sur leur propre installation. Également contre le Nigeria. Donc, franchement, quand je l'entends parler, dire que ils ont eu quand même à nous battre, maintenant là, ils viennent pour dire que oui, c'était ça le passé. Maintenant là, ils viennent et puis ils reprennent leur place. Je reviens maintenant vers vous, monsieur le chargé de compétition. Pour réussir un tel exploit, il faudrait que derrière, qu'il y ait de l'accompagnement. Et il y a une phase importante qui reste. Je crois que ce sera la dernière phase, avant la deuxième fenêtre. La deuxième fenêtre, la Guinée sera exemptée. C'est à la troisième fenêtre. La troisième fenêtre où on va réussir quand même à se qualifier. Et c'est une phase extrêmement importante pour nous permettre, en tout cas, de nous qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. En tant que premier responsable, en tout cas, vous êtes le chargé de compétition. De quoi vous avez besoin? Parce que là, vous avez votre caméra et puis vous êtes sur la télévision nationale et c'est ici où les autorités peuvent vous entendre. De quoi vous avez besoin pour vous permettre en tout cas de réussir en tout cas cet exploit, aller pour se qualifier? Bien, une très belle question. Mamie, je dirais... D'abord, je sais quelque part, le ministre en charge des sports avait bel et bien fixé des objectifs par rapport à cette fédération naissante après notre installation, parce qu'il a dit il faut que vous participez aux Jeux olympiques qui doivent avoir lieu aux États-Unis. Il a dit ça, je me rappelle bien, si j'ai très bonne mémoire. Alors, pour atteindre ces objectifs, il va falloir que le département en charge des moyens, en charge des sports, mette les moyens à la disposition de cette fédération naissante afin qu'elle puisse franchement suivre une très bonne préparation pour pouvoir atteindre ces objectifs. Aussi, essayer de payer les aérés et des primes des joueurs. Parce qu'en Afro-Basket, rien n'a été payé. Au niveau de, comme on appelle, Rwanda, Kigali, des cadets, rien n'a été, des cadets et des cadettes, rien n'a encore été payé. La Guinée même a abrité une compétition qualificative pour aller à Kigali, rien n'a encore payé. Nous venons de la Tunisie, rien n'a encore payé. Vous avez vu, mais nous continuons toujours à travailler parce que nous aimons non seulement cette discipline, mais aussi notre pays. Parce que nous là, c'est un défi qui est là entre les autres fédérations nationales et nous-mêmes, notre fédération. C'est une façon de leur prouver qu'ils ne peuvent rien faire ce jeu là-bas et que nous ne pourrons pas faire ici chez nous. On se mesure à elle. Et lorsque nous étions à Tunis, on a vu des joueurs étrangers, des autres joueurs de Rwanda, de Nigeria, de Tunis qui se moquaient de la Guinée. Mais vers la fin, on s'est fait respecter. Voilà, c'est ça. Quand on vient au restaurant, vous avez répondu sur le parquet. Donc, tout ça là, franchement, nous serons à mesure. Nous serons à mesure franchement d'atteindre à nos objectifs que nous fixons au préalable bien avant d'être dans les compétitions, mais nous demandons humblement, franchement, à notre ministre en charge des sports de faire tout afin que ces joueurs-là puissent rentrer en possession de leurs primes, parce qu'actuellement la fédération est en train de traverser une période très difficile. On ne fait que s'endetter. D'accord, nos partenaires qui nous accompagnent, on injecte ça dans les compétitions nationales, on injecte ça dans les... Parce que là, pour réussir, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. Il faudrait qu'il soit accompagné. C'est vraiment paradoxal. Franchement. Paradoxal. Les disciplines comme le judo, le karaté, le handball, le basketball, et que c'est encore le tir à l'arc, le hand. Voilà.
pas tellement accompagnés, mais qui font de miracles, j'ai envie de dire. Vous avez rappelé, c'est pourquoi j'ai aimé votre intro, quand vous avez dit que ces derniers temps-là, vous avez vu les résultats qu'on est en train d'engranger ces derniers temps, le mois de avec l'équipe scolaire, le basketball, le tir à l'arc. Franchement, c'est encourageant. Il faudrait également derrière, il y ait l'accompagnement, ça les motive davantage. Évidemment. Parce que je ne pense pas si on a vécu un mois comme le mois de novembre, où on est venu avec beaucoup de très bons résultats. Très bons résultats. Le patinage aussi à roulettes, effectivement, qui a été réussi par le ministre le week-end dernier a officiellement remis en tout cas les médailles de la place de vice-championne d'Afrique. Et l'équipe est attendue, n'est-ce pas, au Qatar pour la Coupe du Monde de roll-ball, mais aussi de football skating en février 2026. En tout cas, si on exige qu'il y ait des résultats, il faudrait que derrière, quand même, il y ait de l'accompagnement. Moi, quand même, avec notre équipe nationale, je ne suis pas surpris, je ne suis pas sidéré. Parce que moi, depuis l'Afro-Basket, certes, on a été éliminé, mais il y avait un très bon contenu, surtout contre le Soudan. C'est sur des petits détails. Sur des petits détails. Moi, j'ai vu quand même des basketteurs qui m'ont beaucoup charmé. Quand j'ai vu on a pu quand même faire ses prouesses, je n'étais pas surpris parce que j'ai vu l'équipe venir. Notamment l'un des basketteurs à citer, Alpha Diallo, par exemple, Alpha Diallo, de Monaco. Voilà. Et là, il faut qu'il soit accompagné. Mais Ousmane Dramé, on va les faire venir pendant la deuxième finale, Inch'Allah. Et surtout faire des matchs amicaux. Oui, aussi ça rentre dans la phase de préparation pour cette phase-là. Il est bien vrai que sur le chargé des compétitions, mais attention, parmi les grands, il y a les géants qui sont là derrière aussi. Je ne manquerai pas de féliciter et remercier tous les membres du bureau exécutif. Tous ont travaillé pour que nous arrivions à ce résultat. C'est une équipe qui gagne. Voilà, c'est ça. Et surtout quand on est passionné, on aime la chose et puis on va jusqu'au bout et on va se limiter là. On aura aussi, tout dit, c'est ça. Seulement avec les ligues, par exemple, qu'est-ce qu'on peut attendre peut-être avant la fin de l'année au niveau des ligues? Il n'y a pas des compétitions à l'intérieur, par exemple? Bien sûr. Vous savez, j'ai une fois dit ça ici. Les ligues représentent pour nous comme une chaîne. Vous comprenez? À travers ces ligues, nous pourrons développer le basketball sur la base. Nous avons prévu des séances de formation, nous avons prévu des animations, nous avons prévu aussi des compétitions, mais aussi même sur des infrastructures sportives, le matériel même. Parce que le président, la fois dernière, a effectué un déplacement et où il est venu avec des panneaux, 10 paires de panneaux. Et ces panneaux-là seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est sur le plan matériel. Les infrastructures nous feront en sorte, avec l'accompagnement de nos partenaires, l'accompagnement du ministère en charge des sports, nous pourrons réfectionner certains certains terrains, je veux dire, existants dans ces ligues, afin que nous puissions franchement mettre en application notre politique de développement. Surtout que la pratique soit beaucoup plus horizontale, partout en Guinée. Bien sûr, le basket ne va pas se jouer seulement à Conakry. Voilà. Nous allons y penser. Des compétitions. Nous allons y penser. Merci pour la question, tu me rappelles bien, mais je crois que c'est dans notre portefeuille. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Et on vous souhaite bonne chance pour la fenêtre à venir, qui sera une fenêtre assez ultime pour le Sili Basket. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes vers la fin de cette émission, mais bien avant, une fois n'est pas coutume, avant qu'on ne se quitte, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que le capitaine du Sili national de la République de Guinée, Isiaga Sila, a perdu son épouse Doussou Keita. Le décès est survenu à Tunis ce dimanche. Des suites d'une courte maladie, le service des sports de la RTG, par ma voix, présente ses condoléances les plus émues à Isiaga Sila et à toute la famille pleurée, paix à l'âme de la défunte. Amin. Mamie, Mazor, c'est un coup dur quand même pour Isiaga. C'est vraiment difficile. On a appris ça ce matin-là. Le capitaine a perdu son épouse. C'est difficile de perdre un être aussi cher, proche de toi, qui on a décidé en tout cas de vivre le reste de notre vie. Et on ne peut que lui souhaiter nos condoléances les plus attristées et qu'il soit surtout fort, parce qu'on sait que ce n'est pas évident.
et paix à l'âme de la défunte. Ouais, c'est un coup dur pour le football guinéen dans un cadre général, même si c'est sa femme, c'est pas facile. Il va traverser forcément des moments difficiles. Que son âme repose en paix. Voilà, amen. Et en tout cas, on est sur la ligne d'arrivée. Monsieur Sylla Ousmane, merci d'être venu. Merci Ablo, mais je voulais profiter de cette opportunité, encore cette deuxième opportunité, de remercier et féliciter Yacouba Sylla et Tidiane Dramé. Ce sont nos managers qui font beaucoup de boulot pour le regroupement des joueurs. Ils sont à l'étranger. Voilà. C'est eux qui sont permanemment en contact avec tous ces professionnels. Donc, dès qu'on les fasse appel, tout de suite, ils répondent. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un moment pour moi de les encourager, de les féliciter, surtout de les encourager. Grand merci. Il constitue en quelque sorte la croix de transmission entre la fédération. Très bien. Et c'est professionnel. Merci. Amadou Mazor, merci en tout cas pour toute cette expertise. Merci. À la prochaine. Merci. Mami Ebelamou, Madame Camara, merci. Merci à nos téléspectateurs qui ont pris le temps de nous suivre également. On se retrouve une prochaine fois pour parler de sport. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour Sport Dimanche sur la télévision nationale. Merci à l'ensemble de l'équipe technique mobilisée autour de Yamoussa Kamara et Sarata Oulare.